Faire une image, ça réussit rarement du premier coup. Ça demande quelques essais. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel il sera question d'espace. En effet, nous allons nous intéresser aux moyens qui nous permettent de creuser la surface de l'image pour permettre à l'œil de s'y engouffrer. Allons-y! Et afin de bien poser les enjeux de l'exercice du jour, il convient de rappeler quelques éléments indispensables. Nous savons déjà que dès que nous positionnons un point sur une surface, celui-ci l'ordonne instantanément en désignant à l'observateur un centre d'intérêt. Nous savons aussi que plus la taille de ce point augmente, plus l'intérêt que lui porte l'observateur croît en conséquence. La taille d'un objet figuré sur la surface de l'image nous renseigne également sur sa proximité relative au lecteur. Par loi de perspective, ce qui est loin apparaît petit. Aussi, la place occupée dans le cadre augmente à mesure que l'objet s'approche. Ainsi donc, lorsque la distance est moindre, la figure ne tient plus dans le cadre, de sorte que celle-ci se trouve rognée. C'est le hors-champ. Mais je sens que votre attention baisse à mesure qu'apparaît dans le cadre une forme concurrente. Tant que celle-ci reste à bonne mesure, l'image conserve sa hiérarchie et rend compte d'une distance entre les deux figures. En revanche, la lecture se complique dès que ces deux éléments occupent une surface équivalente, car ils entrent en concurrence. Chaque figure veut prendre la parole. On n'y entend plus rien. Pour éviter ce piège, il est utile de superposer les figures, de sorte que l'une passe devant l'autre, créant à la fois profondeur et hiérarchie, comme sur ce dessin dans lequel Alex Stott creuse l'image en profondeur, malgré la grande proximité des personnages figurés. On constate que, combiné à une utilisation judicieuse du hors-champ, il est possible de rendre compte d'un espace intéressant, fût-il infime. Sur ce plan en plongée, les figures s'égrènent progressivement vers l'arrière-plan. Et ici, les figures du premier plan viennent recouvrir les fillettes jouant au ballon qui basculent ainsi sans équivoque possible à l'arrière-plan. Nous constatons l'efficacité du procédé qui consiste à faire se chevaucher les figures. Alors, comment expliquer que nous ayons des difficultés à nous appuyer dessus, alors même que c'est ce que nous observons quand nous sortons dans la rue sans que cela ne pose aucun problème? En effet, chaque objet matériel occulte celui devant lequel il se trouve, en même temps qu'il apparaît plus grand. Pour comprendre en quoi réside notre difficulté, il convient de s'intéresser à la notion de plan horizontal, autrement dit, le sol sur lequel l'observateur prend pied. Lorsque nous dessinons, tout se passe comme si une paire d'ailes poussait subitement dans notre dos, de sorte que nous décollons du sol pour découvrir la scène d'un point de vue dominant, qui permet précisément de représenter l'organisation spatiale de celle-ci. Et si ce stratagème inconscient rend effectivement compte de la distance qui sépare les acteurs de la scène, il possède néanmoins trois inconvénients majeurs. Le premier consiste à ordonner l'image à la manière d'un échiquier. La relation qui s'établit entre les protagonistes en pâtit et ne se définit plus qu'en fonction des coordonnées qui leur sont attribuées. Le deuxième inconvénient concerne l'occupation du cadre. Les acteurs se trouvent éparpillés sur la surface, laissant d'importantes zones inactives qui, faute d'être prises en charge, risquent de désespérer l'œil de l'observateur. Enfin, alors que cette vision objective conviendrait bien à une scène d'exposition, elle risque, si elle n'est pas employée à dessein, de mettre le lecteur à distance, l'empêchant de participer. Il convient de s'arrimer au plancher sur lequel se déroule l'action afin d'inviter l'observateur à s'y investir. Et puisqu'il est question de l'observateur, ouvrons une brève parenthèse le concernant. N'oublions pas qu'une image est produite pour et à partir de l'observateur. Elle dépend intimement du point de vue que nous lui attribuons. Que nous le mettions à distance ou au contraire, que nous l'impliquions davantage, que nous le placions
au ras du sol ou en surplomb, les possibilités sont variées et produisent chacune des images différentes. Un point de vue éloigné propose de petits objets dans le cadre. L'espace laissé libre est un terrain propice à l'exploration du théâtre, de l'arène dont il était question la semaine passée. Une position proche, à l'inverse, réduit le nombre d'objets occupant la surface. Leur taille est importante et elle est propice à l'implication de l'observateur. La contre-plongée accentue le caractère dramatique et donne la sensation d'être dominé. La plongée, quant à elle, procure un sentiment de domination, mais elle limite la possibilité d'un horizon. Le regard de l'observateur ne converge pas avec celui du protagoniste et les choses peuvent prendre un tour inquiétant. Asseoir la situation de l'observateur par rapport au sujet est le point de départ de toute image. Concernant la profondeur de l'image, il s'agit bien, en premier lieu, de rendre compte de cette distance qui sépare l'observateur du sujet. C'est donc souvent le premier plan qui occupe cette fonction de régler l'espace. Austin Briggs utilise les fuyantes du dallage et des portes du métro pour accentuer la sensation de profondeur. Ces lignes partent effectivement de l'observateur pour converger vers le couple. De même, dans cette illustration, Norman Rockwell affirme la profondeur de son cadre en utilisant les fuyantes du comptoir ainsi que celles des carreaux au sol. Dans cette autre proposition, également signée Norman Rockwell, on notera la superposition des différents protagonistes, mais aussi celle des mets disposés sur la table, entraînant l'œil à parcourir la distance qui le sépare du sujet. Bernie Futch a lui aussi recours au même procédé. La farandole qui en résulte orchestre à merveille la profondeur de champ. Venons-en à notre exercice du jour qui aura pour thème The Swimmer, un film de Frank Perry réalisé en 1968. Ned Merrill, interprété par Burt Lancaster, fait irruption dans une propriété aisée du Connecticut. Ses vieux amis sont amusés de le voir ainsi surgir, seulement vêtu d'un slip de bain. Après avoir piqué une tête dans leur piscine, il leur fait part de son intention de regagner son domicile à la nage, de piscine en piscine, remontant ce qu'il appelle la Lucinda River, du nom de sa femme. Au cours de son périple dans les piscines du comté, il retrouve de vieilles connaissances et découvre peu à peu que ses bons souvenirs ne sont pas partagés par tous. Ce chef-d'œuvre est aussi l'occasion de mettre en scène la fin d'une certaine idée des États-Unis, héritée des années 50, où la réussite s'affiche au bord de piscines dans lesquelles plus personne, du reste, ne songe à se baigner. À voir absolument. Dans la scène que je vous propose d'explorer et dont le lien se trouve dans la description de la présente vidéo, Ned se trouve au bord d'une de ces piscines, s'introduisant dans une réception à laquelle il n'est pas invité. Seulement slip de bain tandis que tout le monde est habillé, il n'est pas non plus le bienvenu. Il y est bien sûr question d'espace. Espace privé de la réception dans laquelle il fait irruption, espace social qu'il est amené à éprouver au travers des regards portés sur lui, et espace intime lorsque la découverte d'un objet lui ayant appartenu le ramène à ses souvenirs. Enfin, le plan de la piscine, désespérément vide, est un élément qui pourra vous être utile quant à vérifier que vous restez bien ancré au sol. À partir de morceaux choisis, vous recomposerez une image qui rende compte de la situation et vous serez vigilant à la manière dont vous introduirez le spectateur dans la scène. Il s'agit dans un premier temps de placer les acteurs en les installant dans le cadre de manière à percevoir l'organisation et l'espace qui s'en dégage, en commençant par votre protagoniste. Soyez schématique, exprimez-vous avec des formes simples, ne définissez pas, car vous devez être en mesure de corriger rapidement. Gommez, reprenez-vous autant de fois que nécessaire. Si vous apportez trop d'informations,
vous perdrez de vue la hiérarchie et ne pourrez plus faire de choix. Si vous poussez trop le dessin, vous ne serez plus en mesure de sacrifier des éléments, le cas échéant. Concentrez-vous uniquement sur le placement des différentes figures. Groupez-les. Une fois établi un placement satisfaisant, vous pourrez définir davantage votre dessin. L'espace doit être perceptible sur la seule base des personnages. Faisons nôtres les mots de Protagoras. L'homme est la mesure de toute chose. L'image s'ouvre sur un groupe de personnages au premier plan, rogné par le cadre. Ned, au second plan, se découpe sur d'autres groupes de personnages. Il se trouve ainsi encadré, ce qui renforce son isolement au sein d'un groupe auquel il n'appartient pas. Il est le seul personnage en mouvement, les autres stationnent en discutant, un verre à la main. À ce stade, l'image est parfaitement lisible, quand bien même aucun élément de décor n'a encore été informé. Rien ne sert de construire un espace a priori dans lequel on viendrait parachuter les acteurs. En plaçant ceci en premier, nous choisissons de faire confiance à l'action en cours et nous pouvons à présent nous préoccuper de ce qui nous sera utile à donner un peu plus de profondeur et de contexte à celle-ci, en y ajoutant ce qui est utile, rien que l'utile. Depuis le premier plan, le bord de la piscine fuit vers le fond de l'image, accentuant la profondeur de celle-ci. Cette simple ligne vient confirmer que Ned évolue au bord de l'abîme. La chute ne saurait tarder. Il a le costume pour. Voilà. À partir de cette proposition, nous pourrions envisager de poursuivre l'image, d'en régler plus finement la lecture, en cherchant par exemple à conduire le regard du lecteur de manière plus stratégique. Mais n'anticipons pas. Voilà, il ne vous reste plus qu'à plonger tête baissée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine où nous étudierons un peu plus en détail comment conduire et piéger le regard de l'observateur à l'intérieur de l'image. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez chez vous.